Bonjour, Étienne de la Vessière. Je suis spécialiste de l'Asie centrale médiévale à l'École des hautes études en sciences sociales. Et depuis plus de 15 ans, je travaille à la rédaction de cet ouvrage qui vient donc de paraître et qui, pour moi, correspond à un essai de combler un énorme manque. On connaît relativement bien l'histoire de la Chine, l'histoire du monde musulman, l'histoire de Byzance, mais au cœur de l'Asie, le nombre de langues, le nombre de traditions historiographiques, le nombre de cultures, la géographie, a fait que les études sont extrêmement dispersées. Il y a des spécialistes du monde musulman, des sinologues, des turcologues, des indianistes, etc. Il y a des archéologues, des historiens de l'art, des numismates, des historiens de l'économie. Mais jamais on n'avait tenté de proposer une véritable synthèse historique. Dans aucune langue, ni en chinois, ni en japonais, ni en russe, ni en anglais, cela n'avait été tenté. J'ai choisi la période d'apogée de la route de la soie, la période durant laquelle ce monde centra-asiatique existe, communique, circule. Il y a des soldats chinois dans ce qui est l'Ouzbékistan actuel, il y a des marchands venus du nord de l'Afghanistan en Chine, il y a des soldats turcs en Afghanistan, il y a des moines indiens jusqu'en Mongolie. C'est une période durant laquelle les circulations font exister un espace qui est autrement extrêmement découpé par les déserts, les très hautes montagnes, les cols à 3000, 4000, 5000 mètres, un climat extrêmement rude qui découpe l'année en période de circulation et de période où on ne peut pas circuler. Voilà, donc cette période du 4e au 9e siècle est véritablement le moment où a lieu ce qu'on a appelé la globalisation archaïque, c'est-à-dire un moment où ces circulations vont mettre en rapport direct l'Asie centrale avec la Chine, l'Inde, Byzance, les Turcs, le monde musulman ensuite, et durant lesquels les informations circulent. On a dans la Byzance du VIe siècle des informations sur la vie politique dans le nord de la Chine que l'on ne retrouvera pas avant les auteurs latins du XIIIe, XIVe siècle, Marco Polo, Guillaume de Rubruck, etc. Il y a véritablement un moment où les choses se nouent et un moment où les choses vont se dénouer après 750, ce qui correspond à la fin, la période de 750-850, qui correspond à la fin de l'ouvrage. Voilà, donc tout mon propos, c'est d'essayer de voir, de présenter ce monde, voir comment il fonctionne dans toutes ses dimensions. Je n'ai pas choisi un fil directeur unique. Ce n'est pas une histoire de la globalisation par l'Asie centrale, ce n'est pas une histoire de la route de la soie, ce n'est pas une histoire du climat, ce n'est pas une histoire de l'agriculture, ce n'est pas une histoire de la guerre. C'est véritablement une tentative de croiser tous ces fils, de voir comment l'histoire religieuse peut influer sur l'histoire commerciale, de voir comment naît le persan, de voir comment le bouddhisme recule, de voir comment l'archéologie de tel ou tel site va nous donner des renseignements sur le climat et sur l'activité économique plus globale, voir quand est-ce que les mines produisent et quand elles ne produisent pas, voir comment les grands marchands vont organiser leur commerce. Qu'est-ce qu'une caravane? Même qu'est-ce qu'un chameau, tout simplement, parce qu'il y a différentes sortes de chameaux. Bref, j'ai essayé de multiplier les axes d'analyse pour rendre cet ouvrage aussi complet et aussi varié, aussi montrer que ce n'est pas une histoire simple d'une mondialisation archaïque ou d'un grand commerce ou de la diffusion de religion, mais que tout est lié, que tout fonctionne ensemble. La première partie est consacrée à tout ce qui est longue durée, le climat notamment, parce que le climat est tellement difficile que la moindre diminution de l'eau peut amener dans les oasis à des conséquences catastrophiques, mais aussi tout ce qui est production agricole, le lien entre l'agriculture et les grands commerces, le rôle de l'élevage, le rôle des nomades, de la grande steppe de l'Asie centrale. Ensuite, je passe aux migrations, car au IVe siècle, on sait, les Huns
vont arriver en Europe occidentale, mais ces Huns viennent du nord de l'Asie centrale et s'abattent aussi sur le sud de l'Asie centrale. Donc il y a tout un paysage social qui se met en place à ce moment-là, qui nous donne des migrations de très grande portée qui vont complètement bouleverser l'histoire de l'Asie, avant que les grands empires s'intéressent à la richesse centra-asiatique. Que ce soit l'Empire chinois, l'Empire turc, qui à cette époque est un empire de Mongolie, ou ensuite l'Empire musulman à partir du milieu du 7e siècle. Enfin, une partie est consacrée au contact de très grande portée, le grand commerce, mais aussi la diffusion des inventions techniques, le verre, le papier, l'acier, autant de produits qui nous sont familiers et qui, en fait, se diffusent durant cette période dans le cadre de ces échanges commerciaux, mais aussi dans le cadre d'échanges plus vastes avec un ensemble de productions culturelles, souvent dominées par le monde indien autour du bouddhisme, dans le cadre de la diffusion des grandes religions dont le bouddhisme, mais aussi le manichéisme, qui est très peu connu, et le christianisme nestorien, avant que, au milieu du 8e siècle, ait lieu un grand bouleversement dans toutes les régions qui influencent l'Asie centrale, la conquête arabe et musulmane qui arrive d'Iran en Asie centrale à partir du milieu du 7e siècle, et qui est très difficile en Asie centrale, l'effondrement économique de la Chine qui se trouve bouleversée par une grande rébellion au milieu du 8e siècle, et de même la disparition ou le bouleversement des puissances de la steppe. Ce qui va faire qu'à partir du milieu du 8e siècle, cet univers qui circulait, cet univers dans lequel des soldats chinois, des marchands sogdiens d'Ouzbékistan actuel, des moines indiens, des soldats turcs, etc., se retrouvaient dans toutes ces oasis et dans la steppe, cette période de grande communication à l'échelle de l'Eurasie va s'effondrer. Et la dernière partie est consacrée à cet effondrement. Comment les choses vont se dénouer entre 750 et 850. Alors bien sûr, je suis conscient du fait que l'Asie centrale est très mal connue, mais c'est tout l'intérêt. C'est une énorme pièce du puzzle eurasiatique que ici on voit reconstituer. Et pour aider à la lecture, pour aider à la compréhension, en fait, la principale difficulté, c'est l'absence de repères. Tout le monde a entendu parler de Samarcande, mais Khotan, les nomades de la steppe, avec les noms de tribus, les noms de groupes, beaucoup moins. Donc, j'ai multiplié dans tout l'ouvrage de très nombreuses cartes. Il y en a plus de 50 cartes. Il y a aussi de très nombreuses illustrations. Et le but est de pouvoir favoriser votre lecture, c'est-à-dire que vous puissiez circuler de carte en carte, revenir en arrière. Il y a des dépliants qui aideront aussi la consultation, des images qui vous permettront de visualiser, et c'était extrêmement important de pouvoir visualiser les productions de tous ces groupes, la façon dont ils ont pensé, ils ont visualisé leur propre civilisation.